Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 20e épisode du Contenders Podcast, le podcast d'un passionné de MMA qui parle de sa passion à d'autres passionnés. Les amis, comme d'hab, j'espère que vous allez bien. 20e épisode déjà, ça passe très très vite. J'arrive pas à me dire que ça fait 20 semaines que j'ai lancé ce format. Donc voilà, petit anniversaire on va dire. Et merci pour le soutien depuis le début du format, c'est très très cool. Deuxième épisode du coup avec la webcam, vous l'avez vu. J'ai bien noté vos retours pour certains, le fait que voilà, ça soit un peu statique tout ça. Alors là malheureusement sur cet épisode-là, je pourrais pas encore faire de modification pardon. Mais sur les prochains, par contre, j'essaierai de mettre des choses en place pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc voilà. En tout cas pour celui-là, on va rester sur ce format-là pour discuter de ce week-end qui a été décevant, j'ai envie de dire, en grande majorité, notamment du côté de l'UFC. Par contre, de belles surprises, belles surprises. Ça dépend pour qui on se place, mais en tout cas des surprises du côté de la reste. Donc on va en discuter dans un second temps, même si j'ai pas forcément fait de preview, parce que selon moi les deux combats principaux sont intéressants à aborder. Donc on fera ça dans un second temps. On commence donc par cette première partie récap avec l'UFC Vancouver. Une carte qui était pas folle, franchement. Sur le papier, elle était sympa et je trouve qu'elle a été décevante par rapport ce à quoi on pouvait s'attendre, à quelques exceptions près, dont on va reparler bien sûr. On commence donc, comme d'hab, par les prélims avec Yousri Belgaroui qui mettait KO dans le troisième round Azamat Bekoev. Je vous avais parlé de ce combat, mais pas pour cette raison-là. Si, parce que c'était a priori un beau combat et ça a été le cas, super combat. Mais je voyais Bekoev largement s'imposer et finalement, Belgaroui a créé la surprise. Pas simplement sur un coup d'éclat, sur le finish, vraiment il a dominé tout le combat. Bekoev a pas, pas réussi grand chose dans ce combat, franchement ça m'a impressionné. Euh, Vraiment très très beau combat, on a senti très vite la différence de niveau en striking, mais ça encore jusque-là, bon, ça s'entend. Par contre, là où j'ai trouvé Belgaroui impressionnant, c'est sur la défense de lutte. Il m'a vraiment surpris parce que c'est quand même un kickboxer de base. Hein, pour rappel, c'est quelqu'un qui a notamment affronté à 3 reprises Pereira en kick. Donc une défaite, 2 victoires pour lui. Enfin, 2 défaites, pardon, une victoire pour lui. Et là, donc il s'entraîne avec Pereira aussi. Et ouais, vraiment, très 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 belle défense de lutte parce que Bekoev c'est très solide en lutte. Et après, du coup, forcément, en striking, il a eu l'avantage. On sent quand même que Bekoev il est efficace, mais moins propre. Beaucoup plus brouillon, chercher le coup dur. Belgaroui, très très bon striking. Bonne utilisation du jab, très bonne utilisation du jab, même des bons kicks, pas bloqués d'ailleurs par Bekoev. Même Bekoev sur son cadrage, je ne l'ai pas trouvé très efficace. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. J'ai trouvé qu'il tournait, en fait, il suivait beaucoup Belgaroui. Alors attention à Belgaroui quand même qui, je trouve, se laisse beaucoup acculer à la cage. Ce qui, face à un lutteur, n'est peut-être pas la. Enfin, même de manière générale, n'est pas forcément une bonne chose à faire. Il a aussi un peu des fois le menton en l'air sur ses retraits. Mais à part ça, franchement, c'est quasi un sans faute de sa part. Très belle surprise, vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de combat-là de sa part. Je pensais qu'il se ferait finir. Hein. Je crois que j'avais pronostiqué une soumission dans le deuxième round de BKF. Il m'a bien donné tort. Donc à suivre comme nom. Par contre, respect à BKF pour le menton et le mental. Le menton surtout parce qu'il a ramassé pendant 3 rounds avant de se faire terminer. Et encore, c'est vraiment l'arbitre qui sépare parce que lui, alors il était touché, hein, mais il pouvait encore y aller, j'ai l'impression. Donc ouais, franchement, impressionnant de sa part. Vraiment impressionnant de sa part de réussir à tenir comme ça. Mais ouais, du coup, à voir pour la suite de BKF. On va en parler tout de suite. Pour Belgaroui, j'aimerais bien le voir face à Charapoudine, Charaboulette. Ça serait deux bons strikers l'un contre l'autre. Et de ce que j'ai vu, je pense que Belgaroui pourrait réussir à déjouer Chara debout, puisque selon moi c'est un meilleur striker et on va pas se mentir, c'est pas sur la partie lutte que Chara va faire la différence, loin de là. Et pour ce qui est de Bekoev, j'aimerais bien le voir face à Torres Fine, un autre bon lutteur pour voir alors gabarit particulier, Fine, hein, très gros physique, mais pour voir un petit peu ce que ça donne parce que j'avoue que j'avais de très grosses attentes sur Bekoev et au contraire je pensais que Belgaroui
entre guillemets, il bénéficiait plutôt de la hype de Pereira qu'autre chose et qu'il n'était pas hyper légitime, ben, il a prouvé tout le contraire. Donc, curieux de voir quelle sera la suite pour BKF, comme pour Belgaroui. Donc voilà, premier combat que j'ai trouvé intéressant sur cette carte prélim. Et le deuxième, c'est Bruno Silva qui soumet dans le troisième round Yoon Sung Park. Combat sympa aussi, alors moins spectaculaire, mais sympa aussi. Un peu déçu par Park, franchement. J'ai trouvé qu'en défense de lutte, c'était un peu léger. Alors debout, c'est solide. Mais voilà, défense de lutte légère et au sol, par contre, on avait des bons réflexes. Mais c'est plutôt vraiment la défense de lutte en elle-même qui m'a un peu déçu. Et belle performance de Silva qui va clairement chercher la victoire, hein. Il a fait les efforts qu'il fallait. Et puis ce beau finish, cet étranglement arrière debout, magnifique. Donc voilà, je voulais surtout en parler plutôt pour la défaite de Park parce que c'est quelqu'un qui était quand même invaincu avant de prendre le short notice face à Taïra. Et il passe de 10-0 à 10-2 en l'espace de quelques mois. On sait que ça peut être difficile pour les invaincus. Donc ouais, peut-être période un petit peu difficile pour lui. Je vous avoue, du coup, j'ai pas forcément mis de suite pour Park parce que j'ai envie de voir peut-être une petite prendre du temps là pour revenir, pour s'entraîner et revenir un petit peu plus près, on va dire, pour un prochain combat parce qu'on connaît l'UFC, même s'il était invaincu avant et qu'il a pris le short notice face à Taïra, une troisième défaite et il pourrait sauter. Donc je pense qu'il faut mieux qu'il prenne du temps. Du côté de Silva, j'aimerais beaucoup voir un combat face à Charles Johnson, Energy, qui est toujours très 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 solide, qui a un nom un peu comme ça, qui est connu pour stopper les prospects, on va dire. Et alors Silva, c'est pas du tout un prospect, hein. Il est depuis quelques temps à l'UFC, mais ces deux noms, je trouve que je mets à peu près dans la même case, c'est-à-dire que c'est entre top 15, hors top 15, voilà, ils flirtent un petit peu dans ces zones-là, c'est des vétérans, on va dire, de l'UFC, donc j'aimerais beaucoup les voir l'un contre l'autre, et je pense que ça pourrait donner un beau combat, même si je pense que Silva ne serait pas favori dans ce combat-là, parce que je trouve vraiment Charles Johnson très très fort, il perd vraiment que contre l'élite de l'élite, donc à voir, en tout cas du moins récemment, donc à voir ce que ça donnerait face à Silva. On enchaîne donc maintenant avec la carte principale et le premier combat dont je veux parler. Alors je vais être honnête, c'est pas un combat que j'ai regardé. Enfin j'ai regardé l'extrait en question parce que c'est de ça dont je veux parler. C'est de cette polémique sur l'arrêt entre guillemets, arrêt qui n'a pas eu lieu du coup. Pour expliquer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, en fait, à la fin du premier round, Kyle Nelson alors il n'est pas en montée, mais il est en top position sur Frevola et énormément de coups, un gros ground and pound qui, à mon sens, pouvait mériter un finish. Et en fait, l'arbitre Dan Mirgliota arrête le combat alors qu'il reste 3 secondes. Et donc, bon, tout le monde se dit, voilà, il a arrêté TKO round 1 pour Kyle Nelson. Et en fait, de ce que j'ai compris, il a mal entendu le coup de gong, on va dire, et il pensait que que le round était fini. Donc en fait, lui, dans sa tête, il arrêtait pour la fin du round. Et là où c'est très bizarre, c'est que normalement, ce genre d'erreur, surtout qu'en plus là c'était légitime, c'était pas un arrêt pour rien, c'était vraiment un arrêt qui aurait pu être complètement légitime. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le combat a repris malgré ça. Donc ce qui a fait un petit peu débat. Pareil, je trouve que c'est un peu illogique que le combat ait repris. Dan Mirgliota, il aurait dû assumer son erreur et aller au bout entre guillemets du truc et arrêter le combat, surtout qu'encore une fois c'était légitime, c'était pas vraiment comme si le finish avait pas lieu d'être là vraiment. Matt Frevola a pris beaucoup de coups, donc le combat a continué et Kyle Nelson a fini donc par l'emporter, heureusement j'ai envie de dire, à la décision parce que c'est tombé quand même du bon côté, il n'a pas été privé d'une victoire, mais il a quand même été privé d'un finish premier round. Donc on sait que voilà, dans les carrières, notamment à l'UFC, c'est quelque chose qui peut jouer. Donc déçu pour lui et arbitrage un petit peu difficile. Il y a eu plusieurs fautes d'arbitrage, je trouve. Ce soir, on va en reparler. Enfin, ce soir, dans cette soirée, on va en reparler un petit peu plus tard dans la carte principale. Donc voilà, dommage pour Kyle Nelson qui est privé de finish. Et par contre, pour Matt Frevola, c'est compliqué. 3 défaites d'affilée. Même si c'est quelqu'un d'assez spectaculaire et qu'il avait une bonne série avant ça, j'ai peur qu'il se fasse cut de l'UFC.
Charles Jourdain qui soumet au premier round Davy Grant. Franchement, magnifique victoire de Charles Jourdain qui confirme qu'en 61, voilà, il est beaucoup, beaucoup plus convaincant qu'en 66. Toujours aussi spectaculaire, mais plus convaincant, clairement. On sent que c'est saccadé. Le finish est tout simplement magnifique. Coup de genou sauté, qui passait déjà, qui était pas loin d'être passé une première fois. Il touche un petit peu plus tôt, quelques secondes, une minute peut-être plus tôt dans le combat. Et après, il le retente une deuxième fois et ça passe. Et derrière, au sol, il va chercher la soumission pour finaliser. Magnifique performance, franchement rien à redire face à un David Grant qui est en plus un adversaire qui est très solide, même s'il est, il est plutôt jeune, hein, il a 39 ans je crois David Grant. Donc ouais, franchement, très 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 belle victoire de Charles Jourdain qui continue à montrer il a de l'avenir dans cette division-là, surtout qu'en plus il est relativement jeune. Et du coup, j'ai trois noms en tête pour la suite. Le premier, enfin, allez, deux noms plutôt on va dire, parce que le troisième je vais le garder pour quelqu'un d'autre sur la carte. Jourdain contre Jonathan Martinez ou Montel Jackson, voilà, deux strikers, on va dire, plutôt, qui pourraient donner un beau combat, et deux noms qui sont, on va dire, alors Montel Jackson aujourd'hui est encore dans le top 15. Pardon, malgré sa défaite face à Davison Figueiredo, face à Figgy. Mais voilà, Charles Jourdain, je trouve, mériterait, vu qu'il a quand même un parcours avant 66, d'avoir une petite accélération, vu ses deux belles performances en 61. Donc, que ce soit Martinez ou Montel Jackson, je pense que ça donnerait de beaux combats assez spectaculaires. Enfin, du moins, si Montel Jackson ne nous fait pas la même chose que face à Figgy, parce que sinon ça va être compliqué. Mais ouais, ça peut être de très très beaux combats, donc franchement, je dis pas non. Et on enchaîne avec le combat, nous, qui nous intéressait sur cette carte en tant que Français. Manon Fiorot qui s'impose par TKO dans le premier round face à Jasmine Jasudavicius. Franchement, masterclass de Manon. Rien à redire sur le combat, si ce n'est que peut-être elle se fait un petit peu toucher debout avant le finish. Alors, pas toucher fort, hein, mais voilà, elle prend quand même quelques coups. Mais sinon, ouais, perf quasiment parfaite. C'est exactement ce qu'il fallait pour la relancer, vraiment. Là, elle prouve, bon, alors on n'en doutait pas, hein, mais elle prouve vraiment que, peut-être hormis Valentina et Natalia Silva, et on va en reparler, c'est peut-être la meilleure combattante de la catégorie. Elle montre vraiment qu'elle appartient à l'élite de l'élite chez les 57 kilos aujourd'hui. Et voilà, pas grand chose à dire de plus, hein, puisque la performance a été vraiment expéditive. Petite déception, mais ça, c'est Manon, entre guillemets. Il peut rien, mais je trouve que j'aurais bien aimé en fait voir un finish vraiment extrêmement propre. J'aurais aimé en fait voir, alors c'est horrible à dire pour Jasmine, mais j'aurais aimé vraiment qu'elle soit éteinte pour faire un vrai gros 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 statement. C'est le cas, hein, c'est un statement énorme. Mais comme elle se relève et qu'elle comment dire que Jasmine ait dit oh non je t'ai pas out tout ça, ça enlève un peu. Après, bon, quand on voit le replay, hein, l'arrêt est totalement légitime. Je veux bien sûr pas du tout enlever de crédit à Manon pour ça. L'arbitre a parfaitement fait son travail et il fallait arrêter. Et de toute façon, si elle n'avait pas arrêté, on aurait eu un finish clean, hein. Mais voilà, c'est juste mon petit regret vis-à-vis de Manon. J'aurais aimé parce qu'elle le mérite. Mais voilà, donc très content pour Manon, franchement, très heureux de cette victoire. Et puis ça annonce du bon pour la suite. Et la suite, justement, on va en parler. Pour moi, il y a qu'une seule option qui a du sens, c'est Manon contre Natalia Silva pour déterminer la prochaine pour le titre. En soi, dans un monde où il n'y aurait pas Natalia Silva, je pense que Manon mériterait d'avoir un title shot de nouveau. Mais il y a quand même Natalia Silva qui a fait une très belle performance face à Grasso. Donc pour moi, Natalia Silva n'est pas encore bookée. Manon a pris quasiment pas de dégâts sur ce combat-là. Donc Manon contre Natalia Silva pour décider de la numéro 1, de la contender numéro 1, et donc celle qui prendra le titre après Valentina contre Zhang Weili, en sachant quand même que, vu que Zhang euh, vient de la catégorie d'en dessous, et que Shevchenko a quand même été une championne dominante, même si récemment, bon, elle n'a pas eu sa ceinture, tout ça, il y a eu toutes les histoires avec Grasso. Je pense que si Zhang s'impose, la revanche immédiate pourrait s'entendre. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Mais si Valentina s'impose, et je pense que ça devrait être le cas, à mon avis, la vainqueur de Manon contre Natalia Silva aurait clairement un argument quasi indéboulonnable pour combattre pour le titre. Donc voilà, j'aimerais bien cette suite-là pour Manon.
On enchaîne avec un combat que je n'ai pas du tout aimé, qui m'a pas mal déçu. Ayman Zahabi qui s'impose à la split decision contre Marlon Vera, Chito. Alors ouais, j'ai pas aimé le combat, je suis pas un grand fan du style de Zabi, j'avoue. C'est un combattant qui est très bon, mais qui est pas particulièrement spectaculaire, qui a pas un domaine dans son jeu où on va dire il est vraiment élite de chez élite. Ça va être un combattant difficile à battre, mais voilà, c'est pas le combattant qui te fait te lever la nuit, on va être honnête. Et pour ce qui est de Vera, ben, je trouve que depuis quelques performances, c'est vraiment l'ombre de lui-même. De toute façon, son, son parcours récent. Son parcours récent le prouve, puisqu'il est en 1-4 sur ses 5 derniers combats. Pour moi, il devrait clairement aujourd'hui sortir du top 15. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas. Il est trop attentiste, en fait. Il a perdu un peu cette flamme qui faisait que c'était un combattant dangereux par le passé. Je comprends pas. Je suis très déçu par Vera. Même si je voyais Zahabi s'imposer, je voyais un meilleur combat que ça de la part de Vera. Et même pour la suite de Zahabi, je vais être très honnête, je suis quand même assez peu hypé pour la suite. Victoire discutable face à Aldo. Là, bon, alors il s'impose. Pour moi, la split n'est pas légitime d'ailleurs, hein. Pour moi, c'est quand même une victoire par décision unanime. Je ne trouve pas que Vera en ait fait assez pour mériter, même si c'est que pour un juge, mériter de s'imposer. Et voilà, et en plus Vera sur le déclin, donc pas la performance non plus qui me rassure pour la suite. Je pense qu'il va se faire détruire dans le top. Vraiment. Quand je disais plutôt c'est un combat qui va être difficile, c'est un combattant difficile à battre, je parlais plutôt jusque-là. Voilà, on a vu quand même, il était sur une belle série, donc c'est pour une raison. Mais dans le top, je vois pas trop de profil honnêtement qui peut passer. Si ce n'est celui dont je vais parler pour la suite, à savoir Figgy. Voilà, je pense que Figgy, on voit quand même qu'il commence à accuser le coup, notamment physiquement. C'est un combat qu'à mon avis Zahabi sur lequel Zahabi pourrait gagner. Mais si on retrouve ne serait-ce que des bribes du Figueiredo Prime, à mon avis, ça va être très compliqué pour Zahabi de gagner. Et pour ce qui est de Vera, aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'il devrait sortir du top 15 et à mon avis, ça n'en sortira pas. Et du coup, autant qu'il serve de tremplin à un combattant voilà, un petit peu plus actuel, Vera contre Vinicius Oliveira. Si on a un Vera qui se décide à mettre la marche avant, ça pourrait être un très beau combat. Mais je pense juste qu'il ne le fera pas et qu'il va se faire manger par Oliveira, par son agressivité, par sa pression, par sa puissance. Donc ça serait un beau combat pour permettre à Vera à Vinicius Oliveira d'accrocher un nom pour le coup à son palmarès et de continuer à grimper. On enchaîne avec Mike Malott qui s'impose à la décision face à Kevin Holland. Pareil, ça fait partie des combats en fait qui ont fait que j'ai pas aimé cette carte parce que là on est encore pour moi dans de l'erreur d'arbitrage. Il prend un premier coup dans les parties, Kevin Holland, ok. Le deuxième, en plus, qui est très violent, même pas de point de pénalité, je trouve ça illégitime, clairement. Pour moi, il aurait dû prendre. Et en plus, je trouve que ça change complètement la tournure du combat. Là, c'est légitime que Mike Malott s'impose, sur la base de ce qu'on a vu, on va dire. Mais je trouve que Kevin Holland commençait très bien le combat. Et à mon avis, sans ce coup dans les parties, il était peut-être parti pour s'imposer. Donc voilà, je suis assez déçu, on va dire. Je reste un peu sur ma faim avec ce combat-là. Pour moi, Mike Malott aurait dû prendre un point de pénalité. En fait, c'est un peu l'histoire de cette carte, quoi. C'est beaucoup de déception. Je suis pas forcément convaincu par Mike Malott, franchement. Déjà, la défaite face à Neil Magny, forcément, m'avait un peu refroidi, comme tout le monde, je pense. Et puis là, c'est pareil, c'est pas une performance que je trouve impressionnante. Pour moi, il se faisait un peu dominer avant le coup dans les parties, et je pense que sans ça, comme je vous l'ai dit, il aurait perdu le combat. En revanche, je trouve qu'Hollande a montré de belles choses. Il montre vraiment que 77 c'est sa caté. Faut pas qu'il retourne en 84, même si c'est pour des short notice, des choses comme ça. Enfin, après, bon, ça c'est du bonus, mais en tout cas, sur les combats, on va dire prévus à l'avance, pour moi, il faut pas qu'il prenne 84. 77, il est vraiment bien meilleur. Et je suis déçu, voilà, déçu de voir qu'il y a eu ce coup dans les parties qui a, selon moi, privé Hollande de sa victoire parce que je le trouvais vraiment bien parti dans le premier round. Donc pour ce qui est de la suite, pour moi, le combat qui fait pas mal de sens pour Malott, donc qui va a priori rentrer en top 15, ça serait le perdant de Bonfim contre Brown, donc Gabriel Bonfim contre Randy Brown qui est le main event du 8 novembre, je crois. Et pour Hollande, le
le combat qui m'hyperait pour la suite, ça serait Joel Alvarez. Alors, c'est pas un cadeau pour Hollande, qui en soi s'est fait voler, c'est fort comme terme dans ce combat-là, mais voilà, on pourrait dire que vu son activité, vu là, cette défaite qui est un petit peu particulière, il aurait mérité un combat un petit peu facile de relance. Mais on connaît l'UFC et à mon avis, ils vont pas faire ça. Et je pense qu'ils pourraient mettre Joel Alvarez contre Kevin Holland pour pousser l'ascension de Joel Alvarez. Même si, pour être honnête, j'en parlais le week-end dernier, ou oui, c'était le week-end dernier, même si Joel Alvarez, voilà, pour le moment, en 77, je manque encore d'être convaincu. Après, typiquement, un combat face à Hollande, s'il s'imposait de manière assez convaincante, ben ça me convaincrait clairement. Donc, c'est pour ça que c'est un combat qui m'intéresserait. Puis en plus, les deux ont des gabarits un peu similaires, très longilignes. Donc, ça pourrait être intéressant pour ça. Et on finit sur le main event qui est dans la longue lignée, je trouve, de cette carte, de combat décevant, de combat un petit peu anecdotique, hein, je vais pas vous mentir. C'est rare hein, que je parle comme ça d'une carte, mais là, je vous avoue que j'ai vraiment été très déçu. Combat difficile à voir, franchement. C'était 4 rounds assez fastidieux. Alors, le premier round était très sympa pour le coup. On a vu la qualité technique de RDR au sol. On a vu que c'est probablement, d'un point de vue des compétences, un meilleur combattant qu'Allen. Mais voilà, sur le plan du cardio, du mental surtout, il n'a pas été là. Il n'a pas été là RDR. Et j'aimerais dire que c'est une exception et que c'est quelque chose qui ne se reproduira pas. Mais bon, comme c'est déjà arrivé au One face à Malikin, on peut vraiment se poser des questions voilà, sur RDR, sur son mental, des choses comme ça. On est vraiment sur une performance qui n'est pas digne du tout du top de la division. Il était classé 4ème, je crois. Alors après, il y a quand même des questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'il est monté un peu vite? Est-ce qu'il a été trop actif? C'est possible. Voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent, entre guillemets, excuser en partie cette performance-là. Mais voilà, pour quelqu'un qui est classé dans le top 5 à l'UFC, c'est une performance c'est presque honteux, hein, franchement. Alors moi, je suis pas dans la cage, donc évidemment, ben, respect à RDR et au fait de rentrer dans la cage comme ça. Mais si on se positionne froidement en tant qu'analyste, ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est honteux. Ça me fait chier d'utiliser ce mot-là pour parler d'un combattant, mais c'est honteux, franchement, de sortir ce genre de performance-là quand tu es dans le top 5 d'une catégorie et qui est en plus de plus en plus relevée dans ces derniers mois. Je suis vraiment déçu, encore plus pour le coup de l'annulation du main event face à Fluffy, parce que là, je pense qu'il se serait fait tuer de chez tuer. À mon avis, ça n'aurait pas dépassé 2 rounds. Donc c'est dommage, ça nous prive en fait d'une belle performance de plus à mettre au crédit de Fluffy que j'aime beaucoup personnellement. En fait, là, c'est un peu un scénario qui est cata pour la division, franchement, parce qu'Allen, il a perdu contre le top déjà, que ce soit Nassour ou Fluffy, donc on lui voit pas un grand avenir. RDR, il avait un peu de hype, ben là, la hype, elle est réduite à néant. Alors, le seul scénario qui est cool, c'est pour Nassour. Effectivement, là, il n'y a plus trop de place au doute. Ramzat va prendre Nassour, à savoir quand. Mais là, il n'y a vraiment pas d'option possible. Mais ouais, je suis déçu. Pas grand chose à dire de ce combat. Franchement, un combat un peu très difficile à voir. Alors, il y avait de belles choses au sol, mais c'était répétitif. C'était difficile, quoi. C'était difficile. On a senti que RDR, il était vraiment pas dedans. Alors, c'est son coin qui arrête, hein, mais ouais, franchement, j'ai même pas trop envie d'en dire plus parce que c'est un combat qui m'a pas mal déçu. Je suis curieux d'avoir votre avis, mais ouais, je me suis vraiment pas régalé sur cette carte, franchement. Donc pour la suite, pour ce qui est de Allen, ben, comme il a déjà perdu contre Nassour et Fluffy, ben, évidemment, on va lui mettre ni l'un ni l'autre, et puis surtout par Ramzat. Donc un combat qui aurait du sens, ce serait DDP. Je pense que ça pourrait être un beau combat. Je pense qu'il se ferait rouler dessus, franchement, par Dricus, Allen. Et pour RDR, Caio, je pense que c'est le combat qui a du sens. Les deux sont montés assez vite, les deux restent sur une défaite. RDR, une défaite bien plus honteuse, donc entre guillemets, ça légitimerait le fait qu'il regarde plus derrière lui. Parce que Ah, est-ce qu'il va rester devant Caio? Peut-être pas, franchement. Parce qu'en soi, la meilleure victoire de RDR est plus belle que la meilleure victoire de Caio. Whittaker, c'est quand même plus fort que Cannonier. Mais non, pour moi, c'est un combat qui aurait du sens. Et pareil, comme Allen se ferait tuer par DDP, je pense que que RDR se ferait tuer par Caio, vu ce qu'on a vu. Donc, ouais, voilà. Un main event qui, vous l'aurez compris, je pense, dans mon ton et dans ma manière d'en parler, m'a pas du tout fait rêver. Parce que là, ces deux combattants, du coup, en fait,
C'est le scénario que j'aime pas en fait. Tu te retrouves avec deux combattants où tu leur vois pas l'avenir dans la KT. Voilà, c'est des noms qui vont stagner pour moi autour du top 10, entre 5 et 10. Donc voilà, pas des plus intéressants, surtout d'autant plus qu'on aurait pu voir Fluffy à l'œuvre, qui lui, pour le coup, je le vois vraiment s'installer dans le top 5, voire top 3 dans les années à venir. Donc ouais, très 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 dommage. Donc voilà, au global, une carte qui m'a pas fait rêver. J'avais mis 13 sur 20 de base, en expliquant bien que voilà, c'était parce qu'il y avait Manon, sinon je mettais 11. Et bien du coup, je mets 11 en définitif, et vraiment grâce au finish de Manon, parce que sans ça, si on enlève Manon de la carte, ou alors si c'est une victoire de Manon, mais une décision un peu serrée, un truc comme ça, je serais descendu en dessous de 10. Franchement, je pense que j'aurais pu mettre un 9 sur 20 à cette carte. Donc voilà, pas un régal. Franchement, depuis que je note les cartes, je pense que c'est la carte que j'ai le moins kiffé. Donc voilà, dommage, dommage, dommage. Et on part donc, pardon, à l'Ares 35 qui pour le coup a été une soirée. Alors je vais pas vous mentir, j'ai regardé que les deux combats principaux, mais qui a été une soirée beaucoup plus riche en spectacle et en surprise. On commence très rapidement parce que pour moi il faut en parler sur la performance d'Abou Younoussov, donc Abou Bakar Younoussov. KO round 1, franchement c'est un talent exceptionnel. Vraiment, c'est un combattant. Ouais, impressionnant quoi. J'ai rien d'autre à dire. Il est hyper spectaculaire en plus. C'est pas juste un mec qui gagne de manière convaincante, mais la décision en plus de ça, il finit et souvent très rapidement. Il nous a sorti des finishes magnifiques, des coups de coude retournés, des choses comme ça. Pour moi, là, l'Ares, il faut qu'il aille de l'avant. Il est beaucoup trop fort pour le niveau de l'organisation. En plus, là, c'était un adversaire plutôt coriace qui lui avait mis vétéran UFC, je crois. Donc, un mec solide. Et il en a fait qu'une bouchée, quoi. Donc pour moi, il faut qu'il signe au moins en Dana White Contender Series, si ce n'est directement à l'UFC. Mais vu le profil de Dana White Contender Series, c'est bien parce que je pense qu'il va briller là-bas. Pour peu qu'il ait un adversaire un petit peu bancal, on va dire, et qu'il puisse faire un très très beau finish. Enfin, même contre un adversaire fort, je pense qu'il peut chercher le finish. Donc ouais, très impressionnant par Abou Younoussov, très impressionné pardon, par Abou Younoussov. La question peut-être que je me pose, c'est pour ce qui serait de la catégorie. Je trouve que pour un 61, il est quand même un peu léger physiquement, donc j'aurais peur qu'à l'UFC il soit limité. À voir s'il peut descendre dans le 57. S'il peut descendre dans le 57, je peux vraiment le voir faire une très très belle carrière à l'UFC. Je ne parle pas qu'il soit champion ou quoi, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut rentrer dans le top 15 même assez rapidement vu son style et son niveau. Donc ouais, très 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 hypé par la suite d'Abou Younoussov parce que pour moi c'est un de nos talents les plus brillants en France aujourd'hui et surtout ben, dans une catégorie où on en manque hein, à part Nicolas Leblon et Al Jarouj, on n'a pas grand monde en 57 et pour moi des trois c'est de loin s'il arrive à descendre en 57, de loin le talent le plus impressionnant. Et donc, on part sur le main event qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et à juste titre ce week-end. Alors, déjà, je vais faire un mea culpa. Alors, il ne tombera pas sur cette vidéo, évidemment, hein, mais un mea culpa à Jordan Zebo. Puisque, pour être très honnête, si je n'avais pas parlé de cette carte de la reste, c'est parce que la carte, en fait, le main event me hypait pas dans le. Enfin, me hypait pas. J'étais intrigué, mais j'étais intéressé, pardon, mais je voyais pas d'intérêt sportif parce que je pensais vraiment que Baki allait lui rouler dessus. Et Jordan m'a complètement fait mentir. Donc, mes excuses. J'aurais pu faire l'acteur et dire ouais, j'en avais pas parlé, mais je voyais Jordan. Non, non, comme à peu près tout le monde, je voyais Jordan être en grande difficulté dans ce combat. Et pourtant, il a fait une très 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 belle performance. Vraiment un upset. Sans doute, franchement, l'un des plus beaux du MMA français. En tout cas, dans un combat franco-français, c'est à peu près sûr. Vraiment, ouais, gros respect à Jordan. Il a été hyper durable. Gros mental. Gros menton parce qu'il a pris beaucoup de coups. Dans le premier, il prend un coup au corps. J'ai cru que c'était fini. Et au final, il arrive à tenir comme ça. Ouais, franchement, il est impressionnant. Il est impressionnant. On sent, sans vouloir lui manquer de respect, on sent que c'est peut-être pas le mec le plus talentueux. Mais par contre, gros mental, excellent, excellent travailleur. On voit que c'est quelqu'un voilà, qui fait son truc dans son coin. En plus, humainement, ça a l'air d'être une personne en or. Alors, on le savait déjà, mais là, l'interview d'après-combat, bon, il est à deux doigts de. Mais il s'excuse, je crois même, que ça soit fait comme ça. Donc, vraiment, tout mon respect pour Jordan. Et pour ce qui est de Baki, ben, alors, sur le moment, moi, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, oula, l'approche, elle est risquée de commencer très fort.
Au début, je vais être honnête, hein, j'ai cru qu'il allait réussir à avoir le finish. Et quand j'ai vu que le round s'éternisait, qu'il y avait le deuxième round qui faisait la même chose, qu'il n'arrivait pas à finir, je me suis dit, oula, ça va pas payer et ça pourrait peut-être se retourner contre lui. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, entre-temps, on a eu des informations. Apparemment, Bakis se serait fait les croisés il y a à peine plus d'un mois. Donc, forcément, combattre avec les croisés, ça implique d'énormes limitations. Hein. Donc, je pense clairement que c'est pour ça, il l'a dit même, hein, que c'était en partie pour ça qu'il avait fait ce game plan-là, qui n'est pas du tout son style habituel. Il a été brouillon, on sentait au niveau des appuis aussi sur la lutte. Alors, il était quand même réactif défensivement, mais offensivement, on sentait que c'était pas le Baki habituel. Donc pour moi, il ne faut pas tirer de conclusion trop hâtive. Il ne faut pas rentrer dans le fraud check, Baki il est nul ou des trucs comme ça qu'on peut voir souvent. Je pense que c'est une contre-performance de sa part. Je pense que même si lui le dira pas, je pense que la blessure a clairement joué. C'est évident. Je veux pas enlever de crédit à Jordan parce qu'il a quand même fait une très belle performance. Hein. C'est toujours délicat ce genre de sujet parce que à la fois tu veux quand même mettre en avant le fait que faut pas dénigrer Baki et dire ouais il est nul, voilà c'est une fraude. Et de l'autre, tu peux pas enlever du crédit à Jordan non plus parce que c'est quand même lui qui allait arracher cette victoire là parce qu'il est quand même dominé dans les 3 premiers rounds. Même si dans le troisième on sent que le vent commence à tourner et il vient arracher cette victoire dans le quatrième, donc reste pas lui pour ça. Mais voilà, je pense que c'est quand même aussi une contre-performance de Baki et que si demain, alors ça va être compliqué vu la blessure, à mon avis là il va avoir besoin de temps de récup, il y a opération hein, je pense pour ce genre de blessure là, mais si demain on refait le combat, je pense que Baki sans souci physique là, s'impose. Après peut-être que Jordan aussi a des soucis, voilà c'est le quotidien de combattant de MMA. Mais voilà, je tiens quand même à insister sur ce point-là. Pour moi, il ne faut pas rentrer dans la facilité, culture de l'instant. Ouais, Baki c'est une fraude. Doumbé l'aurait tué dans une revanche, des choses comme ça. Voilà, c'est pas impossible. Hein. Si demain on a la revanche, j'exclus pas du tout le fait que Cédric s'impose. Et même, je pense, vu de la tournée de ce combat-là, qui sera favori. Mais voilà. Mais en tout cas, très content pour Jordan qui le mérite justement. Il a eu des moments difficiles après la défaite face à Doumbé. Et là, il, il prouve voilà, que même si c'est peut-être pas le plus talentueux, qu'en tout cas c'est un énorme travailleur et c'est ce qui est le plus respectable pour moi. Hein. J'ai encore plus d'admiration pour quelqu'un qui n'est pas forcément avec un talent fou, mais qui va, par son travail, par son acharnement et sa discipline, arriver à s'imposer face à des gens qui sont sur le papier plus talentueux que lui. Donc voilà, belle victoire de Jordan et très content pour lui parce qu'il mérite. Pour la suite, pour moi, le combat qui fait le plus de sens, ce serait une défense de titre de Jordan Anares, une revanche face à Wissem Arkhmouch. Le premier combat était très serré. Personnellement, j'avais Wissem devant. Donc je pense que la revanche ferait sens. Et pour Baki, c'est difficile à dire parce qu'à mon avis, là, c'est plusieurs mois, peut-être même un an d'absence vu l'ampleur de la blessure. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je pense que plusieurs mois, c'est sûr, au moins 6 mois. Donc là, c'est un peu incertain. Est-ce qu'on lui donne une revanche à son retour? Pour moi, il la mériterait vu qu'il était quand même en train de dominer la majorité du combat. Est-ce qu'il part au PFL? Franchement, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire là, vu le, vu le contexte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malheureusement pour Baki, c'est une défaite et une blessure surtout qui vont mettre un gros stop, un gros coup dur sur sa carrière. Voilà, il va en revenir, hein, j'ai pas de doute là-dessus. Je pense même que c'est le genre de profil Baki qui peut apprendre beaucoup d'une défaite. Donc je serais curieux de voir ce que ça va donner à son retour. Mais en tout cas, là, malheureusement, je pense qu'on peut partir sur une année un petit peu noire pour Baki, malheureusement, sur le point de vue sportif. Ceci étant dit, on passe sur la preview de l'UFC 321. Et alors, autant l'UFC Vancouver faisait pas rêver, ça par contre, on est clairement dans les bangers de la fin d'année que nous propose l'UFC. Franchement, sur les numérotés, on se régale. Depuis le 319, on enchaîne banger sur banger. Et c'est assez fou vu la qualité de la carte, on va en parler. Mais je pense qu'en plus des 3 numérotés qui restent, c'est le moins bon. Entre le 322, 323 et donc celui-ci 321. Mais ça reste une carte folle. Et évidemment, pour nous, le public français, un enjeu énorme vu le main event. Donc on commence par les prélims. Comme d'hab, comme d'hab, non, c'est un nouveau style que je fais depuis le dernier podcast, mais en vrai, quelques combats dans la prélim qui m'intéressent. Azat Maksum 15-2 contre Mitch Raposo 9-3. Donc Azat Maksum très fort.
Défaite seulement face à Tagir Ulanbekov. Non, Tagir et il a une autre défaite à l'UFC. En tout cas, voilà, défaite récemment face à Tagir. Donc voilà, dans ce combat relativement serré en plus. Donc intéressant à suivre. Chris Barnett, 23-9 contre Hamdi Abdelwahab, pardon, 4-1. Combat chez les lourds, Chris Barnett, c'est toujours sympa à suivre. Et dernier combat qui m'intéresse en vrac, comme ça, sans rentrer trop dans le détail. Walter Walker, 14-1 contre Louis Sutherland, 10-3. Donc Walter Walker qui devait revenir sur la carte de Rio. Malheureusement, son adversaire, un des frères Tafa, je crois, qui s'est fait cut, tant mieux. Enfin, tant mieux, ça fait méchant dit comme ça, mais on va être honnête, hein, ils n'ont pas le niveau l'un comme l'autre d'être à l'UFC. Qui revient donc reprogrammé assez rapidement, contre Louis Sutherland, qui lui aussi devait combattre, je ne sais pas si c'est sur la carte du 320 ou à Rio, ou... Enfin bref, en gros, il devait combattre assez récemment et le combat avait été annulé. Donc franchement, un combat sympa et à voir si Walter Walker pourra caler une troisième, je crois, clé de talon d'affilée. Je crois que c'est ça. Donc ça sera assez fou. On enchaîne sur les combats dans lesquels j'ai envie de parler plus en détail. Le premier, c'est, donc prélim bien sûr, José Delgado, 10-1 contre Nathaniel Wood, pardon, 21-6. Deux gros talents chez les 66 kg, franchement. Deux excellents strikers, enfin excellents, de très bons strikers on va dire plutôt. En termes d'action, ça devrait être un combat super fun. José Delgado, c'est 100% de finish. Il y a à l'UFC, c'est 2 KO dans le premier round, dont un face à quand même Haider Amil qui avait battu William Gomis pour rappel, donc un profil très solide. Nathaniel Wood, il est en 9-3, ancien champion du Cage Warrior. Il a battu Morgan notamment avec une vraie masterclass. Il n'est pas passé loin de le finir à un moment en mars pour son dernier combat, donc ça devait être l'UFC de Londres si je dis pas de bêtises. Donc ouais, franchement, très 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 beau combat et je vous invite vraiment à le suivre parce qu'à mon avis, on va avoir droit à des feux d'artifice. Pour ce qui est de mon prono, moi je suis quand même pas mal dans le train José Delgado, même si Nathaniel Wood est très 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 fort, il l'a prouvé contre Morgan. Je vais partir du coup sur José Delgado et je vais dire finish round 2. Voilà, finish round 2 par KO. Je pense que Nathaniel Wood va lui, par ses mouvements, voilà, il est quand même, c'est quand même un bon striker, hein, même défensivement parlant. Donc je pense que le KO round 1, il est assez peu probable. Par contre, round 2, je peux le voir venir. À mon avis, il arrivera à se créer une opportunité. D'ici là, Delgado. On enchaîne avec peut-être le combat le plus spectaculaire de cette prélim sur le papier. Mateusz Rebecki, 23 contre Ludovic Klein, 23-5-1. Là, on est clairement sur un banger. C'est deux des noms les plus solides hors top 15 chez les 70 kg. Alors, il y en a beaucoup, hein, des noms solides hors top 15. On peut penser à Kawhi Fernandez, à Chris Duncan. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms très solides. Rollby, bon, alors maintenant il est monté, mais Rollby aussi rentré dans cette case. Ça promet un sacré fight, franchement. Rebecki, il est toujours dans des guerres. Il n'y a qu'à voir le meilleur exemple, si vous voulez ça. On vient d'en parler au Rollby. C'est le combat de l'année pour moi en 2024 face à Rollby. Donc Rebecki au Rollby, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. C'est une guerre nucléaire comme pas possible, franchement. Il y a quand même la question pour Rebecki du retour rapide face à Duncan. Je crois qu'il a combattu il y a, c'était quoi, un mois et demi peut-être 2 mois, un truc comme ça, même pas. Et pourtant, il avait pris beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, curieux de voir comment ça va se passer. Pour ce qui est de Ludovic Klein, peut-être un peu moins bon que Rebecki, mais comme il y a ce contexte-là, j'aurais peut-être envie de le mettre légèrement devant. Il y a quand même la question, est-ce qu'il arrivera à gérer la pression de Rebecki? Ça, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, hein, vu le profil en face. Mais il m'avait quand même impressionné dans le dernier round face à Gamrot, notamment Ludovic Klein, donc, enfin, ou Klein, je sais pas comment on dit, Ludovic Klein peut-être. Donc ouais, franchement, beau combat. Et du coup, je vais dire Ludovic Klein. Et je vais être très 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 précis. Je vais dire par split décision. Parce que vu le profil de Rebecki, je pense qu'on va avoir un combat assez engagé. C'est le genre de combat un peu difficile à scorer. Donc je dirais Ludovic Klein par split décision. Et on enchaîne avec Iskram Aliskerov 16-2 contre Jun Young Park 19-6. Alors là, c'est clairement un combat qui m'intéresse pour Aliskerov, hein, je vais être honnête. Malgré la défaite en short notice face à Whittaker et avant ça, sa seule autre défaite c'est contre Hamzat. Donc voilà, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est pas une honte de perdre contre ces deux mecs-là, surtout en short notice dans le cas de Whittaker. Il a été plusieurs fois champion du monde de sambo, c'est un excellent lutteur, hein, vous en doutez. C'est le seul, je crois, à ce jour à avoir défendu tous les takedowns de Ramzat. Il a une grosse puissance de frappe debout en plus. Alors, il n'est pas très technique.
Ça, c'est le défaut un peu qu'on peut lui trouver. Mais par contre, voilà, vraiment très très puissant debout. Et je pense clairement qu'il devrait s'imposer par KO dans le premier round face à Jun, Jun Yong Park. The Iron Turtle, je crois qu'il s'appelle, pas mal comme surnom, Park. Donc voilà, je pense qu'il devrait s'imposer par KO au premier round à l'Eskerov. Et à mon avis, le manque un peu de propreté technique, ça devrait pas trop être un souci dans ce combat-là. Et on finit sur la prélim avec Nasrat Akparast, 18-5 contre Quillian Salkid 9-1. Banger en striking. Franchement, deux très très bons strikers. Pareil, deux prospects chez 70 kg. À mon avis, on va avoir droit à un petit bonbon en termes de striking avec son là. 5 victoires de suite pour Nasrat, dont Jared Gordon et Esteban Ribovic, donc de très beaux noms aussi hors classement chez 70, même si c'était une split dans les deux cas, si je ne dis pas de bêtises. Et pour ce qui est de Salkid, invaincu depuis son premier combat, donc le mec est sur 9 victoires d'affilée, ancien champion de l'éternel MMA, KO en 19 secondes contre Anshul, j'oublie l'Indien, je comprends pas, pourtant il est censé être meilleur que Rabib, donc c'est bizarre, pour ceux qui auront la ref. Et donc voilà, KO en 19 secondes sur un shoot j'oublie pour ses débuts à l'UFC. Beau prospect aussi, beau prospect, alors enfin prospect. C'est peut-être un petit peu tôt pour se prononcer. Là, il a quand même quelqu'un en face, en personne de Nasrat. Et du coup, d'ailleurs, je vais pronostiquer Nasrat à la décision. Voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt pour Salkid. Mais s'il arrive à passer ça, je pense qu'on peut définitivement le mettre dans la case des prospects. Donc, curieux de voir ce combat. Je vous invite à y jeter un coup d'œil aussi, parce qu'à mon avis, en termes de striking, ça devrait être assez joli à voir. Et ceci étant dit, on passe sur la main card avec en premier combat Alexander Rakic 14-5 contre Azamat Murzakanov 15-0. Combat très fun chez les 93 kg. Murzakanov, c'est un prospect qui monte bien. Rakic, au contraire, il est plutôt sur une dynamique difficile. Il est sur 3 défaites sur ses 3 derniers combats. Alors, après, les défaites sont entre guillemets je vais y arriver, pas questionner, mais putain, j'arrive plus à trouver. Bon, bref, les défaites sont pas honteuses parce que c'est la première, c'était une blessure face à Jiri. Ensuite, c'est des défaites face à Jiri. Pardon, une blessure face à Blachowicz. Et ensuite, une défaite face à Jiri, puis Ankalaev. Donc voilà, il perd contre les meilleurs de la division. Pas honteux, hein, on est tous d'accord. Et pour ce qui est de Murzakanov, du coup, c'est l'inverse, invaincu, 5-0 à l'UFC. Mais il a quand même une adversité inférieure à celle de Rakic, clairement inférieure même. Donc c'est le genre de combat qui peut aller dans les deux sens. À la fois, on peut avoir le prospect un peu qui monte, qui confirme, ou alors, en fait, on se rend compte que c'est juste une question de manque d'adversité et c'est pour ça qu'il brille autant. Je vais être honnête, pour moi, la marche va pas être trop haute et je vais croire au fait que Murzakanov va confirmer. Je pense que Rakic est dans une mauvaise passe et malheureusement, je la vois se confirmer avec un KO de Murzakanov dans le deuxième round. On enchaîne avec un combat qui me hype énormément et c'est rare chez les poids lourds. Alexander Volkov, 38-11, qui fera donc son 50e combat, c'est fou de dire ça, à l'UFC, contre Gelton Almeida, 22-3. Très très hypé par ce combat. Ça va sans doute définir le prochain pour le titre s'il n'y a pas de revanche. Par exemple, si Cyril gagne, je pense qu'on pourrait voir une revanche immédiate pour Aspinal. Mais si c'est Aspinal qui s'impose, à mon avis, le gagnant de ce combat-là fera le titre. Ça fait partie, les deux font partie des 5 combats, on va dire, 5 combattants qui sont vraiment élites à mon sens chez les lourds aujourd'hui. Donc Aspinal, Gane, Volkov, Almeida et Pavlovich. Pavlovich, ouais, on peut quand même le mettre, ça serait dur de ne pas le mettre dans les non-élites chez les lourds aujourd'hui. Presque opposition de style, même clairement opposition de style. Striking à l'avantage de Volkov, grappling à l'avantage d'Almeida. Je suis curieux de voir notamment du coup comment Almeida il va réussir à casser la distance parce que Volkov a une très très bonne gestion de distance. Il l'a montré notamment face à Pavlovich dont on parlait. Après Almeida il est clairement plus explosif. Il arrive très bien à casser la distance donc je ne serais pas surpris qu'il arrive assez rapidement à lutter et à amener au sol Volkov. Et du coup, je vois 2 scénarios. Soit il arrive à le soumettre rapidement et du coup s'imposer dès le premier round, ou alors il n'arrive pas par un déficit de puissance, on va dire, de Volkov, qui du coup arrive à bloquer le jeu un peu au sol. Et du coup, si Volkov arrive à bloquer le jeu au sol, je pense que Almeida, dans ce cas-là, arriverait à dominer dans le premier round et ensuite à s'imposer de la même manière dans le deuxième round. Donc en gros,
une amenée au sol, premier round. Il domine, Volkov fatigue, et dans le deuxième round, il refait la même, et avec la fatigue de Volkov, il arrive à étrangler. Donc vous le voyez, je suis assez confiant sur Almeida. Pas que Volkov soit un mauvais combattant, loin de là, mais j'ai vraiment en très haute estime Almeida, dont la seule défaite à l'UFC est face à Blades, dans un combat où, certes, il s'est fait mettre KO, mais il dominait totalement avant ça, et personne n'avait fait ce qu'il a fait à Blades. Donc voilà, je vois vraiment Almeida dominer, et du coup je partirai plutôt sur le deuxième scénario, parce que je pense que Volkov, il est quand même dur à finir, surtout qu'il va y avoir une différence de gabarit, vu qu'Almeida, certes c'est un lourd, mais il a plus un gabarit de gros 93. Donc je partirai sur Almeida par soumission dans le deuxième round, et donc Almeida qui a priori prendrait le titre derrière. Oumar Nurmagomedov 18-1 contre Mario Bautista 16-2. Franchement, combat très 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 intéressant. Bautista, il est sur 8 victoires d'affilée, mine de rien. On commence à. Enfin, c'est pas un nom qui est très clinquant, on va dire, mais bon, il va commencer à falloir l'inclure dans ses noms à suivre. Par contre, là, il fait un énorme step-up en compétition. Donc, je pense que c'est le genre de choses qui pourrait lui poser problème. Parce que certes, il a roulé sur Pachimix, et sur le moment, ben, je pense qu'on était tous en train de se dire, ok, vrai. Alors, Pachimix avait mal combattu, mais on pouvait se dire, ok, c'est la pression et tout. Vu la dernière performance de Pachimix, non, en fait, on comprend juste que Pachimix en soi était plus haut, enfin, dans ma tête en tout cas, et je le voyais meilleur que ça. Donc, du coup, ben, on peut clairement partir du principe que c'est un step-up en compétition assez conséquent pour Bautista, puisque de son côté, ben, Oumar, voilà, le nom de Nurmagomedov n'est pas usurpé, il a roulé sur tout le monde sauf Merab. Et en plus, pour ce qui est de Merab, c'est clairement le mec qui a fait le combat le plus dur pour Merab. Il a notamment dominé dans le début du combat avant de se faire submerger par la machine qu'est Merab. Et aujourd'hui, je considère encore que Oumar soit le mec qui est le plus à même d'arriver à détrôner Merab. Donc voilà, c'est pour moi le deuxième meilleur combattant de la catégorie. Même si, je vais être très clair, hein, quand je dis le plus à même, c'est pas qu'il y arriverait. Hein. Je pense que Merab le battrait, mais de tous les combattants actuels de la catégorie, aujourd'hui, je pense que c'est quand même Oumar qui a le plus de chances de challenger, on va dire, Merab. Donc je vous l'avais vu venir, je vais dire Oumar à la décision face à Mario Bautista dans un combat. Vu le style de Mario Bautista, je peux voir un combat quand même à peu près serré, mais je vois Oumar l'emporter dans tous les rounds. Ensuite, le premier combat pour le titre de cette carte, Virna Jandiroba 22-3 contre Mackenzie Dern 15-5. Je vais être honnête, c'est un combat qui m'intéresse pas, franchement. En fait, je vois ni l'une ni l'autre capable d'inquiéter réellement Zhang Weili. Et pour moi, c'est vraiment le genre de combat pour le titre où tu te dis, ben en fait, c'est pas le vrai champion, quoi. C'est juste que Zhang Weili est monté. C'est pour ça que je suis pas hyper fan non plus du fait de destituer directement les gens qui veulent monter, parce qu'en fait, tu te retrouves avec des ceintures un petit peu au rabais. Euh, donc voilà, c'est pas un combat qui me hype. Je vais quand même en parler parce que c'est un combat pour le titre. Je trouve Virna Jandiroba beaucoup plus complète, mais comme sa force principale c'est le grappling, et que là-dedans, évidemment, Mackenzie Dern, une des meilleures grappleuses de l'UFC, toutes catégories confondues, ben, c'est sa force aussi. Donc en fait, je pense que ça pourrait lui jouer des tours en fait si Jandiroba va dans ce domaine-là. Et j'ai un prono du coup assez pas osé, mais ouais, si, quand même pas mal osé. Je vais dire Mackenzie Dern par soumission dans le premier round. Voilà. Au début, pour tout vous dire, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, bon, ben, Dern va se faire remplir. Et en fait, avec le recul, je pense que Jean Diroba va quand même vouloir aller au sol. Et à mon avis, il va faire une erreur et se faire soumettre. Donc voilà. On arrive donc maintenant au combat qui nous intéresse évidemment sur cette carte, le main event. Thomas Final 15-3 contre Cyril Gane 13-2, le combat de l'année sans discussion possible pour le MMA français. Alors on avait quand même Manon Shevchenko, mais on va pas se mentir, tout le respect évidemment pour Manon, le MMA masculin, d'autant plus poids lourd pour le grand public, ça parle quand même plus aux gens. En plus ça va être incroyable en termes de tension vu le style de la Spinal, on rappelle, 2 minutes 0 de moyenne de temps de combat, donc on va je pense transpirer dès les premières secondes, parce que ça pourrait être très rapide selon comment ça se passe. Cyril Gane est underdog, pour moi c'est totalement légitime. Aspinal c'est vraiment une anomalie. J'ai même fait une vidéo pour vous dire que
il y a quelques mois, je crois, pour dire que selon moi, Aspinall allait sans doute finir sa carrière en tant que god des lourds à l'UFC, donc c'est dire. Euh, Par contre, les codes, j'ai trouvé un peu dur, même si je vois Aspinall favori. Je trouve ça un petit peu dur. Il y a quand même des questions sur Aspinall, notamment le cardio. Comment est-ce qu'il va gérer quelqu'un de mobile comme Cyril parce qu'il n'a jamais affronté de profil comme ça, très mobile. Il y a quand même la question aussi des kicks de Cyril sur ce genou. On sait, alors ça commence à remonter maintenant, mais voilà, des blessures comme ça laisse quand même toujours des séquelles. Donc, est-ce que Cyril, avec ses kicks, pourrait réussir à capitaliser dessus? La question pour moi a le mérite d'être posée. Donc voilà, je trouve le combat peut-être plus serré que ce que les cotes le laissent penser. Après, malheureusement, je vais être honnête, je vois quand même Aspinall s'imposer. Mais le combat m'intrigue. Le combat m'intrigue, franchement, notamment de par le camp d'entraînement de Cyril, qui, j'ai l'impression, est venu plus préparé que jamais. Franchement, il y a presque un côté, dernière chance. Enfin, il l'a dit pour ceux qui ont vu le film RMC Sport, qui est très bon d'ailleurs, que je vous recommande. Il le dit voilà, et lui, il veut surtout pas de regrets. Et à mon avis, il n'en aura pas, peu importe l'issue de ce combat-là, parce qu'il a vraiment tout mis pour arriver au top niveau dans ce combat-là. Il s'est entraîné avec des très gros noms au niveau du sol. Pour citer quelques noms, Pouya Ramani, Regreg, Ahmed Tadzoulinov surtout. Mais après, je crois que c'est surtout son camp. Ahmed Tadzoulinov, je crois que c'était vraiment un peu au Bahreïn et que ça a été assez rapide, mais que le cœur de son camp, il a été avec Pouya et Regreg, donc deux noms quand même très 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 solides, même s'ils n'ont pas le palmarès non plus d'Ahmed Tadzoudinov, qui donc, pour ceux qui ne savent pas, est le champion du monde, enfin champion olympique en titre des Jeux de Paris, en lutte libre en 93 kg. Donc voilà, en termes de pédigré en lutte, on a vu pire franchement. Mais le truc, c'est que Tom aussi s'entraîne avec des noms solides. Il s'entraîne quand même avec Rico Verhoeven, peut-être un des meilleurs poids lourds en kick de tous les temps. Donc voilà, s'il arrive à résister entre guillemets à Rico Verhoeven, j'ai quand même du mal à imaginer Cyril lui poser des problèmes. Donc dans un cas comme dans l'autre, je suis vraiment très intrigué par leur préparation et leur camp. Donc je suis vraiment curieux de voir ce combat, notamment l'approche d'Aspinal. Est-ce qu'il va essayer de la jouer un peu debout face à Cyril? Est-ce qu'il va plonger direct? Enfin, ouais, franchement, c'est un combat qui m'intrigue. À mon avis, dès le premier round, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Donc, parce que même en striking, ça peut être un combat très, très beau, hein. L'anglaise d'Aspinal est peut-être même meilleure que celle de Cyril, franchement, surtout à courte distance. Vu la puissance de frappe d'Aspinal, je pense qu'à distance d'anglaise, Cyril serait le plus en danger des deux, hein, franchement. Après, à distance de kick, ça c'est autre chose, évidemment. Donc voilà, comme j'ai dit, malheureusement, je vois quand même Aspinall s'imposer. Je vais dire soumission dès le premier round, malheureusement. Je pense qu'il va arriver en fait mettre de la pression en anglaise, faire croire à Cyril qu'il vient pour un des coups de debout et en fait direct plonger. Et avec ces espèces de double leg là, de rugbyman qu'il a, et peut-être lui passer dans le dos et étrangler. Évidemment, je serai à 100% pour Cyril, mais malheureusement, je vois vraiment Thomas Aspinall comme un monstre, quoi. Donc, je pense que c'est le scénario, malheureusement, le plus probable. Par contre, si Cyril ne passe pas, je ne vois pas qui passe. Je ne vois pas qui passe. Franchement, s'il roule sur Cyril comme ce que j'ai en tête, je ne sais pas qui battra ce type. Franchement, je ne sais pas qui battra Spinal, si ce n'est un Lucky Shot. Voilà, c'est les poids lourds, hein, donc une grosse frappe. Mais en plus, il a l'air d'avoir un bon menton, donc c'est ça qui est terrifiant. Donc, ouais, franchement, très, 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 très beau combat, très hypant. Et, euh, et j'espère de tout cœur que Cyril ramènera la ceinture. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'Aspinal, c'est quand même dans une autre dimension. Donc voilà pour cette preview de l'UFC 321, une carte magnifique franchement. Pour ce qui est de la note, je pense que je peux monter à 16,5 voire 17. Ouais, 16,5, 17 sur 20, ça me paraît être mérité sur cette carte. On passe donc sur la partie 3, les actus. Alors pas mal d'actus à décrypter puisqu'en fait mon épisode de la semaine dernière est sorti. Enfin, je l'ai enregistré pile avant les annonces, les grosses annonces. Donc on va bien sûr parcourir ces dernières. Donc pour l'UFC 322. Brady Morales qui se rajoute à la main card. La main card est phénoménale, c'est lunaire franchement. Je suis très très intrigué par ce combat-là. Parce que d'un côté, quand je dis Brady Morales, je parle de Sean Brady contre Michael Morales, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi en 77. Combat un peu bizarre du point de vue de Brady parce que il méritait soit d'avoir le titre, soit d'avoir quelqu'un classé vraiment très très haut, ce qui n'est pas encore le cas de Morales. Mais combat intriguant, notamment pour la dimension physique de Morales.
Et donc Malcolm Wellmaker qui affrontera finalement Cody Haddon après le pull-out de son adversaire précédent. Beau combat, franchement ça aussi. Pour l'UFC, Qatar, Mohamed Naimov, Myron Santos et Nicolas Dalby contre Saïgid Isagakrmaev. Désolé à lui, il ne tombera pas sur le podcast, je pense, mais voilà. Nom assez difficile à prononcer. Donc Naimov contre Santos, très beau combat entre deux bons prospects de la KT. Et Dalby contre Isaac Gakmaev, pareil, super combat. Saïgid, je vais l'appeler. Et c'est un plutôt bon prospect qui débarque à l'UFC. Gros test direct parce que Nicolas Dalby, c'est très 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 solide. Très dur au mal, très dur à battre. Donc voilà, l'UFC Qatar qui est juste phénoménal. Une carte folle, franchement. C'est deux très 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 loin sur le papier la plus belle Fight Night de l'année. À voir, ça détrônera en pratique l'UFC Paris parce qu'on a quand même eu énormément de finish et de combats spectaculaires. Mais en tout cas, sur le papier, c'est phénoménal. La carte est juste phénoménale. Et on finit avec donc, les annonces de l'UFC 323. Là, pareil, Dana Blanc, il a vrillé. Merab Yan 2, donc Merab contre Petr Yan 2 en main event. Pantoja contre Joshua Van en co-main. Cerudo Talbot, Blachowicz contre Guskov. Fares Ziam contre Nazim Sadikov. Brandon Moreno, Tatsuro Taira. Grandoson contre Manuel Torres. McKinney contre Chris Duncan. Franchement, la carte, elle est phénoménale. C'est plus une carte de connaisseurs, on va dire, qui a peut-être un peu moins parlé au grand public. Mais pour les connaisseurs, la carte, c'est un bonbon. Franchement, en termes de quantité, je pense que c'est peut-être la meilleure carte des dernières de l'année là. Parce que le 322, il y a un peu moins de quantité pour moi. La qualité est peut-être supérieure, il y a plus de bangers on va dire, mais en tout cas de gros noms et tout. Mais alors cette carte, pour les connaisseurs, pour les mecs un peu pas les hipsters, parce que c'est quand même pour la plupart des noms assez connus, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Franchement, ah ouais, un vrai banger le 323. Et donc pour parler des annonces plus récentes dans la semaine, apparemment Shavkat serait de retour début 2026 selon son manager. Donc enfin j'ai envie de dire, parce que mine de rien, le dernier combat c'était en décembre 2024. Donc ça fera plus d'1 an sans combat de Shavkat. Ensuite des rumeurs comme quoi il y aurait Ousmane Nurmagomedov contre Alfie Davis, donc le vainqueur du tournoi du PFL en février 2026 à Dubaï, comme par hasard, voilà, ça peut soulever des questions quand on voit les cartes des juges de Dubaï du dernier événement, mais bon, voilà. Et voilà, c'est tout pour les annonces. Oui, parce qu'en fait, dans le lot, dans les annonces dont je vous ai parlé, il y a des annonces qui sont un peu plus récentes. Donc voilà, mais ouais, franchement, tellement hype pour la fin d'année, là, elle est vraiment folle. Elle est vraiment, vraiment, vraiment folle. Partie 4, FAQ, on finit avec ça comme d'habitude. Première question de Sol l'Éternel, quelle est ma carte préférée en pay-per-view et en fight night? Je vais manquer d'originalité, en pay-per-view je vais dire l'UFC 300, voilà, parce qu'à vivre en direct c'était fou, que ce soit le KO de Loé, le KO de Pereira, même les combats plutôt dans la carte. Alors j'aurais aimé une victoire d'Oliveira pour vraiment rendre la carte indétrônable à vie, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc ouais, l'UFC 300. Et en Fight Night, j'avoue qu'il y en a. Je vais tomber, je pense, sur les trucs récents. Je vais dire l'UFC Paris. L'UFC Paris 4, franchement, qui était une carte folle, que ce soit par les finishes, par l'ambiance, par. Non, franchement, la carte était folle. Donc je vais dire ça. Mais l'UFC Qatar, si tous les combats délivrent comme ils doivent délivrer, à mon avis, ça va être difficile à détrôner, franchement. Ensuite, question de Blop 1535. Si Pantoja et Merab gagnent leur combat lors de l'UFC 323, est-ce que leur affrontement est la suite pour les deux? Et si oui, qui va-tu s'imposer? Je pense que ça peut être la suite pour les deux, mais personnellement, je préférais qu'ils aient encore un combat chacun avant ça pour rendre vraiment le combat incroyable. Pour Pantoja, donc Taira, s'il s'impose face à Moreno, et je pense qu'il peut s'imposer face à Moreno. Et pour Merab, Oumar, la revanche face avec Oumar. Et là, si. Alors le risque, c'est que du coup, bon, déjà, il faut que Merab et Pantoja s'imposent face à leurs adversaires respectifs cette fin d'année. Ils sont favoris, mais on ne sait jamais. Par contre, voilà, s'ils font un combat derrière, ça implique qu'ils doivent encore une fois gagner. Donc ça fait quand même 2 victoires, même s'ils seront favoris à chaque fois. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc potentiellement ça nous ferait passer à côté de ce combat-là. Mais voilà, je trouve que si tu lui ordonnes chacun ses 2 victoires en plus, donc dans le cas de Pantoja, du coup, Joshua Van et Taira, et dans le cas de Merab, Petr Yan et Oumar,
Ah ouais, là, tu as un combat qui est phénoménal. Là, pour le coup, il n'y aurait plus aucune discussion sur la suite pour les deux. Ça serait obligatoirement ça. Et ça serait un combat fou. Et là, le gagnant de ce combat-là, d'autant plus si j'ai Pantoja, vu que c'est lui qui monte, ah, il a un argument pour rentrer dans le top 5 de all-time. Je pense vraiment qu'il y a un argument pour rentrer dans le top 5 all-time. Parce que ça serait fou, quoi. Ça serait déjà les deux. C'est des talents exceptionnels et ils sont sur des runs de fou. Mais alors là, avec ce genre de victoire, ouais, franchement, il y a un argument pour entrer dans le top 15, top 5 all-time, surtout si c'est une performance impressionnante. Donc deuxième question pardon, de Blob 1535 qui me demande si je compte inviter des abonnés pendant les lives histoire de débattre sur divers sujets ou ce n'est pas trop dans les plans pour l'instant. C'est dans les plans, je le ferai en rentrant du Japon je pense. J'essaierai notamment maintenant qu'il y a le Discord, lien en description comme d'habitude si vous voulez le rejoindre si vous ne l'avez pas fait. Ça facilitera les choses. Donc je pense que je ferai un système de vocal ou peut-être au début des unpopular opinions, des trucs comme ça où je me ferai venir en live et je réagirai, j'essaierai de débattre avec vous et peut-être on fera un truc genre où dans les commentaires on vote si l'argument a été convaincant, des trucs comme ça. Ça pourrait être marrant. Et donc ouais, c'est quelque chose qui finira par arriver sur la chaîne. Je garantis pas que ça arrive tout de suite parce qu'il faut que je vois comment le mettre en place. Mais ouais, ça peut être très, très fun à faire. Et question de Tristancien après ça, comment un combattant peut gérer le risque, enfin deux questions d'ailleurs, comment un combattant peut gérer le risque de devenir trop dangereux pour son ranking, du style personne ne veut l'affronter, sans perdre de visibilité. Alors en début de carrière c'est très compliqué parce qu'en fait t'as rien à gagner à prendre un mec très fort en début de carrière quoi, vraiment. Donc là j'avoue j'ai pas trop de réponses. Par contre dans une grosse orga typiquement l'UFC, je pense que la solution, c'est un peu ce que font des mecs comme Gamrot, Movzar, ce genre de mecs. C'est prendre des gars derrière soi, tant pis, accepter tout ce qui vient, toute opportunité qui vient, il faut l'accepter. Et au bout d'un moment, en fait, tu deviens tellement fort, tellement légitime, tellement impressionnant, qu'il n'y a plus d'autres arguments que de te faire monter dans le classement. Quoi. Donc voilà la solution que je donnerais pour ce genre de cas. Et du coup, la deuxième question de Tristancien et la dernière de cet épisode. Penses-tu que la pression de se faire cut de l'UFC pour un combattant sur une série de défaites change drastiquement l'approche de combat? Oui, et j'ai envie de dire pour le meilleur comme pour le pire, ça dépend des profils. Il y a des profils qui, parce qu'on sait entre guillemets, hein, quand un combattant va se faire cut, t'es sur, admettons, 2 ou 3 défaites d'affilée. T'as un combat, si tu le perds, a priori, à moins d'être une grande star, tu vas te faire cut. Donc un combattant le sait, je pense, quand il va se faire cut. Et du coup, pourquoi je dis comme pour le meilleur, enfin pour le meilleur comme pour le pire, c'est parce qu'il y en a certains qui vont se dire, ok, il faut que je donne le tout pour arriver à faire un finish, pour rester à l'UFC. Et donc dans ce cas-là, c'est pour le meilleur, on va dire, parce que ça donne des combats plutôt spectaculaires. Et dans l'autre cas, pour le pire, c'est que des fois, en fait, du coup, ça les rend attentistes, la peur de perdre, en fait, de se dire, mais si je perds, je me fais cut, il faut absolument pas que je perde. D'arriver à être beaucoup trop attentiste, parfois même en fait de sortir de ton jeu. Alors ça c'est valable aussi pour les gens qui veulent absolument chercher un finish pour briller. Hein. Des fois c'est pas leur jeu et du coup ça paye pas, mais au moins ça paye pour le côté spectacle on va dire. Alors que là ce truc d'être attentiste, des fois ça paye pas sportivement parlant parce qu'en fait ça te sort de ton jeu et du coup tu finis par perdre le combat et en plus t'as pas été spectaculaire du tout donc vraiment tu mets de côté toute chance que tu avais de re-signer. Donc voilà pour la FAQ, petite FAQ, mais des questions intéressantes comme d'hab. Merci les gars. Voilà, du coup pour cet épisode, une petite heure franchement. Merci à l'UFC 321 parce que sinon l'épisode il aurait fait 40 minutes je pense. Si c'était encore un Fight Night derrière, vu le peu de choses que j'avais à dire sur l'UFC Vancouver qui m'a pas mal déçu. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Liker, booster, enfin si vous pouvez booster sur cette chaîne vu que c'est pas la même chaîne, mais gardez, si vous voulez booster et me soutenir les gars, gardez surtout vos boosts pour la chaîne principale. Voilà, merci encore une fois de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA. Ciao les gars.